Média. C'est quoi votre truc ? Vous connaissez tous cette expression, il n'y a pas le feu au lac. Eh ben, il y a le feu au lac du côté du château de Morges qui présente sa nouvelle exposition temporaire. Et il y a le feu au lac, justement, histoire d'une Suisse à haut risque, dévoilant la gestion des crises tout au long de son histoire helvétique. L'exposition vise à déconstruire l'image d'une Suisse épargnée par les drames, mettant en lumière les détails auxquels le pays a dû faire face. Cette exposition explore 5 thématiques, dont les catastrophes naturelles et les urgences sanitaires, pour interroger la capacité de la Suisse à affronter un monde plus volatile. L'exposition est visible jusqu'au 15 décembre 2024. Ça veut dire que vous avez le temps de pouvoir y aller. Pour en parler, je reçois ce matin Adélaïde Zeyer, directrice du Château de Morges et ses expositions. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler du Château de Morges et de ce qui nous réserve quand on rentre à l'intérieur et pour pouvoir visiter ces expositions. Et cette exposition, qui se tient jusqu'en décembre prochain, on l'a dit, il y a le feu au lac, histoire d'une Suisse à haut risque. Il y a aussi le bouquin, on va en parler d'ici quelques instants. Qu'est-ce que c'est cette exposition en 2 mots ? Alors j'ai tenté de l'expliquer, j'ai pas dit de bêtises, j'espère. Non, c'est parfaitement ça. C'est vraiment l'histoire des situations de crise que la Suisse a affrontées depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours. Oui. C'est vrai qu'on a détourné cette expression très drôle de « il n'y a pas le feu au lac ». Oui. Pour dire que la Suisse actuellement est un pays prospère avec des institutions stables, avec un cadre de vie très sûr. Mais dès qu'on porte son regard un peu dans le passé, on voit que la Suisse a été façonnée par une histoire qui est très dure, une histoire complexe. La Suisse, finalement, dans notre pays, un déterminisme environnemental très, très difficile. C'est un pays avec un relief très montagneux. C'est un pays qui est au cœur de l'Europe, qui est dans un carrefour et qui est entouré par de grandes puissances. Et donc tout cet environnement difficile, finalement, a engendré un certain nombre de crises que la population a affrontées. Et ces situations, ces crises, finalement, expliquent beaucoup du présent de la Suisse actuelle. Alors, ça s'adresse à qui ? À tous celles et ceux qui désirent en savoir un petit peu plus, qui sont un peu curieux, qui aiment l'histoire aussi, ça c'est important. Hein. Tout à fait, et puis c'est aussi un sujet de société. C'est clair qu'on s'inscrit juste après l'épidémie sur le Covid-19. Il y a également eu beaucoup d'inquiétudes sur l'approvisionnement énergétique en Suisse. Il y a également un retour d'un conflit majeur au port de l'Europe, et tout cela, finalement, ça interpelle tout le monde sur le présent actuel. Et nous, on n'est pas des journalistes, justement, on est plutôt des historiens qui essayons d'expliquer quelles sont les situations qui ont eu lieu avant et qui permettent peut-être de porter un regard plus posé, plus éclairé sur l'actualité. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde, y compris aux familles. Ces situations connues que vous présentez, déjà vécues, est-ce qu'elles offrent un reflet sur ce qui se passe un peu aujourd'hui, visiblement ? Est-ce qu'on peut faire quelques liens, visiblement ? Bien, c'est en fait une lente construction, la Suisse. Au départ, c'est un pays un peu improbable qui réunit des populations de langues différentes, de religions différentes dans un contexte hostile, comme je l'ai dit. Et puis finalement, à travers différentes crises, à la fois de nature militaire, mais aussi des catastrophes naturelles, des catastrophes humaines, le pays va se souder. Cela va participer à la cohésion nationale. Il y a des élans de solidarité qui vont avoir lieu petit à petit, que ce soit après l'éboulement de Goldau en 1806 ou lors de l'accueil des soldats Bourbaki pendant la guerre franco-prussienne en 1871. Et puis, finalement, l'union fait la force. Et donc, ce qui fait notre force aujourd'hui, c'est aussi ce qui a fait notre force par le passé. Il y a un peu de suicitude derrière tout ça. Mais c'est une tranche de suicitude, en effet. C'est de montrer que, comme dans d'autres pays en même temps, je veux dire, avec des aspects comparables, mais avec un aspect particulier à la Suisse, qui est en fait ce fédéralisme qui laisse la place en fait à des particularismes, et notamment à la subsidiarité qui permet de déléguer les responsabilités au niveau adapté, les cantons, les communes ou les simples particuliers. Alors on y découvre plein de choses. Je suis en train de parcourir ce magnifique ouvrage que vous avez apporté, qui est disponible en librairie et sur place évidemment. Vous avez fait appel à un dessinateur aussi qui a apporté un peu sa touche de maintenant finalement avec l'histoire. Ça c'est important aussi, où il fallait finalement pouvoir
transposer les générations, si je puis dire. Exactement, en fait, le passé irrigue le présent, donc nous avons toujours des ponts, des liens entre ce que nous vivons de nos jours et les tranches d'histoire que nous expliquons. Et donc, le dessinateur dont il est question, c'est Samuel Embleton, qui a une petite trentaine d'années et qui a composé un certain nombre de planches qui apportent un regard décalé sur l'exposition, souvent un regard parfois grave, parfois humoristique. Et ce jeune dessinateur, il a, par le passé, composé plusieurs bandes dessinées sur l'histoire suisse. Donc nous travaillons régulièrement avec lui et nous avons bien apprécié son regard dans l'exposition. L'histoire suisse et ses marques aussi. On y trouve plein de choses, notamment les kits de secours ou de survie, je ne sais pas comment on les appelle, avec des marques qu'on connaît bien et qu'on voit tous les jours. Ce sont des marques suisses, on peut penser comme ça à Gerber, Ovomaltine, c'est des petites choses comme ça. Il y a des petits clins d'œil aussi à tout ça. Tout à fait. C'est des choses parfois connues ou moins connues. Par exemple, on parle aussi de la création d'une marine commerciale durant la Seconde Guerre mondiale. En fait, le gouvernement tire les leçons de la Première Guerre mondiale où la Suisse avait été confrontée à des difficultés d'approvisionnement aiguës qui avaient entraîné de grandes difficultés dans la population, qui avaient entraîné des crises sociales. Et donc, le gouvernement décide assez vite, la Suisse étant un pays sans accès à la mer, de pallier les difficultés d'approvisionnement par la création d'une marine commerciale. Et les bâtiments arboraient en fait sur leur coque les pavillons neutres, indiquant donc aux sous-marins de l'Axe comme les Alliés de ne pas attaquer ces bâtiments. Les marines suisses, ça existe. Les marins d'eau douce, y a pas que les Suisses ne sont pas forcément que des marins d'eau douce, c'est ça que je voulais dire. Absolument pas. Et puis d'ailleurs, cette expression de « il n'y a pas le feu au lac », c'est à la base une expression des navigateurs sur le Léman. Effectivement. Cette exposition se tient, on l'a dit, jusqu'en décembre prochain. Vous avez déjà, elle a ouvert il y a quelques semaines déjà, vous avez déjà des retours. Quels sont les retours que vous avez du public là? Parce que c'est à la fois un saut en arrière, donc on voyage un peu dans le temps, et puis on a quand même un peu on s'en prend un peu plein les yeux, quoi. Oui, mais de fait, ce sont des sujets graves qui peuvent être anxiogènes, que nous abordons de manière très positive en mettant justement en avant la solidarité, le rebond après la catastrophe, la résilience. Donc finalement, l'histoire, elle délivre plutôt des leçons d'espoir par rapport à ces situations. Et vraiment, c'est adressé à un public très large. Il y a également un carnet pour les familles, pour que les enfants puissent aborder l'exposition à leur niveau. Et également, tous les premiers dimanches du mois, le château de Morges est ouvert gratuitement à tous et nous offrons un certain nombre d'événements qui permettent au public de découvrir avec des animations les sujets abordés dans l'expo. Et l'occasion de découvrir ce château qui est magnifique, évidemment. Au demeurant. Le château de Morges, effectivement. Voilà, vous avez toutes les infos sur château-morges.ch. On peut peut-être juste rappeler les horaires d'ouverture. Alors de 10h à 17h, du mardi au dimanche, toute l'année. Très bien. Cette exposition, il y a le feu au lac à voir c'est au 14 décembre. Jusqu'au 15 décembre. 15 décembre, même. Pardon, j'ai loupé un jour. 15 décembre 2024. On vous souhaite plein succès. Merci beaucoup, Adélaïde Zeya. Je rappelle que vous êtes directrice du Château de Morges et de ses expositions. Merci d'être venue ce matin. Et puis pour le livre, on peut le trouver, je le disais, en librairie. En librairie, à la boutique du musée. Bien. Et il a été écrit par Gudrun Beger, qui est conservatrice au Château de Morges. Très bien, merci beaucoup. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité ce matin est une artiste polyvalente, excellente dans les domaines de la comédie, de l'improvisation, de l'humour, de l'écriture et de la chronique. Elle explore avec brio l'écriture humoristique, participant activement à des émissions telles que Les Décodeurs et Mauvaise Langue, tout en s'épanouissant sur les planches au théâtre depuis plus de 15 ans, notamment dans l'art de l'improvisation. Animée par une passion pour la narration, mon invité s'investit dans une variété de projets artistiques, incluant son premier court-métrage intitulé « Jusqu'au bout » et une récente collaboration avec Laura Chéniac que j'ai eu le plaisir de recevoir il y a quelques semaines. Vous aurez l'opportunité de retrouver notamment mon invité ce jeudi 1er février à la Grange de Dorigny pour un spectacle d'improvisation, le 7 février prochain en tant que maîtresse de cérémonie au Schny Comedy Club au Casino de Montbenon à Lausanne, le 22 février à Bouligny pour le Jeudi Comédie, du 28 février au 2 mars au Théâtre de la Grenette à Vevey. Enfin, les 8 et 9 mars au Théâtre Tais-toi de Neuchâtel en slip. Bonjour Donna Sienaman. Bonjour.
Bon, je me suis arrêté là parce que la liste des la liste est spectacles, longue. Hein. elle s'arrête pas. Hein. Non. Comment ça va? Bah super. Je suis moins fatiguée que ce que je pensais, donc je suis contente. Voilà, vous n'êtes pas trop du matin d'habitude? Mais si, mais je me suis dit que j'étais du matin, mais l'été quand même. Parce que là, c'est le froid en fait qui est compliqué. Oui, je comprends. Merci de nous faire l'honneur d'être là ce matin, en chair, en os. Ça nous fait plaisir de vous recevoir sur ce plateau et de parler de ce premier seul en scène qui va démarrer en slip. Ouais, en slip. C'est quoi cette histoire? On va parler du titre. Par exemple. Ouais. Non, c'était à la base un nom de projet. Ouais. Parce que slip est un mot qui me fait beaucoup rire. Et donc, voilà, vu que le but, c'est quand même de rire à la base. Donc, je l'ai appelé en slip un peu dans mes fichiers. Et puis tout d'un coup, plus je développais le sujet, plus je me suis dit, tiens, mais en fait, ça a du sens parce qu'en fait, je parle de la peur et de toutes les couches qu'on se met tout le temps dessus pour un peu se protéger. Et qu'à des moments, il faut un peu tout enlever, puis il faut un peu se foutre en slip et être un peu vulnérable. Et des fois, c'est cool, en fait. Ouais. Donc, voilà. C'est un peu métaphorique, on se déshabille en quelque sorte. Ah, complètement. Voilà. Complètement. Après, on ne sait pas. Peut-être, à un moment donné, je serai en slip, mais ça, il faudra venir voir. Très bien. Alors, vous faites pas mal de choses. Hein. Il y a ce spectacle seul en scène, mais vous êtes aussi une spécialiste, d'après ce que j'ai pu comprendre et voir. Je vous ai j'ai un petit peu potassé pour découvrir qui vous êtes. Hein. L'improvisation, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous aimez bien. Ça fait 15 ans que vous faites Ouais, cet ça fait exercice. à peu près 15 ans. Ouais. J'ai commencé à l'école parce qu'ici, on a la possibilité de commencer tout jeune. Et puis, ça a été c'est un super moyen. C'est là où j'ai rencontré un peu toute ma famille d'amis. Et puis en fait, on continue. Il y a aussi, à mon époque, il y avait très peu de femmes. Donc, en fait, très vite, on est propulsé un peu à des places qui sont chouettes. Et du coup, j'ai pu pas mal faire de choses comme ça. Puis, c'est un outil... En fait, c'est une discipline, c'est un outil qui apporte tellement, que ce soit dans la vie de tous les jours et pour tout ce que je fais, quoi. Donc, c'est vraiment faites de l'impro. Faites de l'impro. Il y a eu l'impro et puis il y a eu le théâtre. Donc l'improvisation vous a aidé pour le théâtre. C'est ça que vous êtes en train de faire. C'est deux disciplines différentes. Hein. Oui, c'est deux disciplines différentes, mais elles se rejoignent bien sûr à plein d'endroits, quoi. Donc, après, des fois, il y a un peu une scission qui se fait de les théâtreux qui se disent non, mais l'impro, c'est un peu les trucs où on fait prout-prout et c'est sympa. Et en fait, c'est plus complexe que ça, quoi. Mais on a encore une image un petit peu faussée de l'impro qui est un truc où on veut juste faire marrer et puis on n'est pas très en profondeur et pourtant je pense que si on va voir des spectacles d'impro on peut aller plus loin que ça. On fait aussi des fois n'importe quoi mais voilà, il y a un peu les deux pans. Et l'impro, paradoxalement, ça se prépare. Oui. C'est pas complètement improvisé quand même. En fait, ça se travaille parce qu'on apprend un peu des schémas de narration, par exemple. Parce qu'il faut savoir un petit peu construire une histoire, savoir dans une scène se dire ah, tiens, ça fonctionne pas. En fait, c'est qu'il manque peut-être un truc, tac, tac, tac. Et puis, pour moi, en fait, c'est surtout travailler le bon état d'esprit. Parce qu'il faut arriver sur scène avec un peu tout ouvert pour essayer de répondre à tout. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille, ouais. Bon, vous n'arrêtez pas, il y a l'improvisation, il y a le théâtre, il y a votre spectacle qui se prépare, vous êtes à la radio, vous présentez notamment tout prochainement, vous allez être la maîtresse de cérémonie du Schnick Comedy Club, ça n'arrête jamais, vous dormez quand ? Mais en fait, je dors plutôt, j'ai pas mal de temps libre. En fait, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites qui se prépare entre guillemets plus trop parce que finalement l'impro c'est quelque chose que j'ai bien là donc aller faire un spectacle d'impro c'est juste se pointer 2 heures avant et venir jouer. Le chenille c'est pareil et là c'est vrai que la grosse écriture c'est le spectacle et finalement tout ce que je fais à la radio c'est un peu des moyens d'aller travailler des choses que j'écris pour le spectacle donc en fait toutes ces activités se rejoignent finalement pour se nourrir les unes les autres. Il y a le cinéma aussi. Ouais, un peu. Ouais. Moins cette forme, mais c'est toujours quelque chose. Ouais. Mais ça, c'est encore quelque chose de différent, là, du coup. Là, c'est nouveau encore. Même s'il y a des similitudes, des liens, finalement, comme vous le dites, avec tout ce que vous faites, là, c'est quand même encore une complication supplémentaire. Oui.
Oui, c'est clair. Ouais. En fait, mais c'est pour ça, oui, j'ai plein d'activités différentes, parce que déjà, il faut manger. Non, et j'ai l'impression que si je voulais me diriger que dans une discipline, en fait, déjà, je m'ennuierais. Et puis, je suis pas sûre que j'arriverais à vivre financièrement en faisant que ça. Et c'est vrai, en fait, je crois qu'en choisissant toutes ces disciplines, le cœur de ça, c'est à chaque fois comment j'ai envie de raconter une histoire, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui me passionne le plus, c'est comment construire des histoires, comment raconter. Et des fois, ça se prête mieux en allant faire un stand-up. Ouais. Des fois, ça se prête mieux en écrivant une pièce ou une chronique, ou du coup, peut-être un film, quoi. Ouais. Vous aimez la narration, hein, je l'ai dit en introduction. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on écrit quelque chose, par exemple? Comment vous vous mettez en branle. En branle. C'est très régional, ça. Oui, ouais. Ouais. On se comprend. Ouais. Non, mais c'est pas facile comme question, mais j'ai l'impression que de plus en plus, enfin déjà, mon cerveau, il se formate là-dedans. Oui. Donc tout d'un coup, je vois un truc, ou je rencontre quelqu'un, ou tout d'un coup, il y a des tensions, enfin, il y a un truc extraordinaire chez cette personne où je me dis, tiens, j'ai envie d'en savoir plus. Et tout d'un coup, là, ça part. Et je me dis, ah ouais, en fait, c'est quoi les personnages autour? En fait, comment cette personne en est arrivée là? Ou quelles sont ses failles? Quelles sont ses émotions, etc. Et je pense que ça part beaucoup de là, quoi. Et ensuite, c'est... En fait, je me souviens, j'ai été très animée quand j'avais lu un livre de Le Voyage du héros. Et... c'est un peu le livre référence maintenant, puis du coup certains sont un peu là, ça va. Mais moi je sais qu'en le lisant, ça m'avait... en fait, on m'avait donné les clés qui faisaient on pouvait écrire des bonnes histoires. Ouais. Et j'avais trouvé ça fou, quoi. Parce que là, en fait, ça existe, on peut maîtriser ce genre de trucs. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pourriez décrire votre parcours artistique? Parce que, comme je disais, il y a plein de choses. Ouais. Comment est-ce que vous jonglez, en quelque sorte, dans plusieurs univers? Il est hybride, mais riche. Non, mais longtemps, je me disais que c'était... que c'était trop différent, que du coup, on n'arrivait pas... Peut-être que les gens qui voulaient m'engager ne savaient pas tellement dans quelle case me mettre. Et maintenant, je me dis qu'en fait, c'est une force. Et en fait, je suis assez fière... Enfin, moi, je m'épanouis en faisant plein de choses. Donc en fait, c'est plutôt bien pour moi. Très bien. Et ce spectacle, alors, il se prépare. Là, il y a pas mal de choses. Ouais. Il y a du boulot. Là, on stresse un peu. On est comment? Quel état d'esprit on est? Ouais. En fait, ça allait. Ouais. Parce qu'à chaque fois, j'avais une échéance d'avant. Et là, j'avais un peu la nouvelle année. Et maintenant que j'arrive, que c'est un peu la suite, ça commence à stresser, ouais. Je commence à me dire que tout est nul et qu'il faut tout réécrire. Je dois envoyer des mails là pour un peu inviter plein de gens et je commence à me dire pourquoi je fais ça, qui viendrait me voir, qui suis-je, etc. Et puis après, 2 heures après, je me dis non, c'est génial, en fait c'est trop bien. Et voilà, mais je crois une période de doute comme ça. Ouais, mais je pense que c'est les propres artistes et si j'avais pas de doute, en fait, je pense que ce serait aussi inquiétant. Ouais. C'est un peu se mettre à nu, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure avec le nom de ce spectacle, On slip, c'est ça, hein? Ouais. Là, il y a un peu le truc à mettre à zéro, là. J'ai choisi aussi la forme du stand-up qui est aussi une discipline différente que encore le théâtre, l'impro, etc. Ça c'est nouveau pour vous. Hein. Ouais, j'ai commencé ça il y a 2 ans, même pas. Je fais pas beaucoup de scènes, mais et en fait, il y a vraiment eu un truc de faire je peux me cacher derrière rien. Parce que si j'essaye un peu un perso, en fait, ça marche pas. Ouais. Et je sais pas si je maîtrise vraiment pour le moment, mais à chaque fois qu'il y a eu des moments cool, c'était tellement dingue que je me suis dit j'ai envie d'essayer ça. Et là, de me dire je fais 1 heure où je peux me cacher derrière rien, et ben c'est un challenge. Ouais. Vous aimez un petit peu vous mettre en danger quand même? Ouais, je crois. Ouais. Alors que je suis quelqu'un qui est très anxieux et très stressé, donc c'est quelque chose de très paradoxal, ouais. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Mon invité est une artiste polyvalente qui excelle dans la comédie l'improvisation, l'humour, l'écriture et la chronique. Vous pouvez la retrouver lors de ses prochaines prestations, dont notamment ce jeudi 1er février à la Grange de Dorigny, c'est bien ça? Le 7 février au Chenille Comedy Club à Lausanne, du 28 février au 2 mars au Théâtre de la Grenette à Vevey et les 8 et 9 mars prochains au Théâtre Tétois du côté de Neuchâtel. Ça sera pour le spectacle
spectacle, le premier seul en scène, en slip, on disait tout à l'heure. Oui, Voilà. exactement. Et là, on est encore à quelques jours de la première, on est encore en train de bidouiller des choses, changer des il trois est trucs. écrit, mais on remet tout en question. Alors voilà, il faudra tout... Enfin, je vais replonger dedans. Il faut l'apprendre aussi. Oui, D'un coup, j'ai dit, ah mince, en fait, il faut que j'apprenne mon texte. Et ça, c'est l'avantage de l'improvisation, en fait. Ouais. Il n'y a pas besoin d'apprendre un texte. on peut retomber sur ses pieds facilement. Bah voilà, ouais. tout est à créer, tout est à faire. Mais là, effectivement, il y a toute cette part en amont, en fait, qu'il faut préparer. J'avais oublié d'anticiper. Bon, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à quelques jours du spectacle, là, quand même, comme ça, là, c'est un peu de sérénité. C'est quoi que vous avez besoin pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir être à l'aise sur les planches? Bah, en fait, dans le spectacle, un peu, un des propos, c'est de se dire, faut se lancer, faut arrêter d'avoir peur de tout. En fait, je parle de toutes ces peurs, de toutes ces croyances qui nous empêchent un peu de nous épanouir et devenir j'appelle notre super soi. Je fais un peu les parallèles avec les super-héros. Ouais. Et en fait, se dire, des fois, faut y aller, faut oser, puis en fait, on va se planter, mais il faut le faire avec la joie. Ouais. Du coup, je crois que c'est ça qu'il faut me souhaiter, c'est de la joie, que ce soit dans le succès ou dans l'échec. Me dire juste, j'accueille ça avec énormément de plaisir. Moi, je suis sûr que ça va bien se passer. Mais c'est un gros travail sur soi hein, que vous êtes en train de faire. Ouais, bah ouais. Du coup, oui. Mais j'ai quand même réfléchi pour que tout ce dont je parle, ce soit quelque chose qui m'appartienne évidemment, mais qui puisse parler au grand public et que ce soit pas non plus ma thérapie, quoi. Parce que je veux pas ça et j'ai vu des spectacles des fois qui faisaient un peu autothérapie et je sais que c'est tout des notions avec lesquelles je suis très à l'aise maintenant et détachée et voilà, mais je me dis tiens, c'est des choses effectivement sur lesquelles j'ai réfléchi et peut-être c'est cool d'en parler, d'en rire et que ça peut toucher, je pense, d'autres gens. C'était ma question, on va se marrer quand même. Bah oui, c'est le but. Voilà, c'est le but. Se marrer. Mais je pense que il faut rire de soi pour faire rire les autres. Voilà. C'est ça ? Pas forcément ? Non, pas que, mais je pense que tout ce qu'on raconte, ça vient de nous. Enfin, on peut pas. C'est dur de parler des autres. Donc, je me dis, si en parlant de moi, j'arrive à parler des autres, je crois que c'est ça qui est intéressant. C'est très bien. Voilà. Bon, vous aimez l'improvisation, c'est très bien. Je vous ai préparé une rafale de questions. Oh, wow. C'est 1 minute. Il faut essayer de répondre le plus rapidement possible. Ça part dans tous les sens, je tiens à vous dire, mais c'est pour briser la glace. Ça vous va ? Allez. On y va ? On est parti. C'est parti, Donatiel. Quelle est la blague à laquelle vous ne pouvez pas vous empêcher de rire ? C'est l'histoire d'un mec qui avait un slip qui lui allait comme un gant. Voilà. Préférez-vous être riche ou célèbre ? Riche. Qu'est-ce qui vous plaît le plus en Suisse ? Le lac et les paysages. Est-ce que vous regardez les émissions de télé-réalité ? Oui. Laquelle ? La Star Academy. Ah, quand même. Je suis fan. Quel serait le meilleur cadeau que vous pourriez recevoir ? Là, un ukulélé, parce que j'en ai besoin pour un spectacle. D'accord. Que ferez-vous dans 2 ans ? Dans 2 ans un nouveau spectacle. Si vous pouviez dîner avec une personne célèbre, qui serait-ce ? Benedict Cumberbatch. Combien de fois le téléphone sonne-t-il avant que vous répondiez ? 3 fois. Écrivez-nous un de vos talents cachés. Je peux faire du bruit avec mon oreille. Voilà. Et puis, votre chanson préférée, enfin votre artiste préféré, c'est... Ouais, c'est temps, j'écoute beaucoup Juliette Armanet. Juliette Armanet. Ouais. Alors, racontez-nous, qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce que vous aimez en elle ? En fait, j'ai écouté ça... Non, ça a commencé... j'ai regardé l'émission Hot Ones. Ouais. Dans lequel elle participait. Et en fait, je la trouvais tellement... je sais pas, elle avait un truc tellement frais et sincère et justement un peu rien à foutre. Et elle m'a énormément touchée. Ouais. Et du coup, je suis allée un peu écouter son album. Qui, au début, je sais pas, j'arrivais pas. Et tout d'un coup, j'ai été prise dedans. Et je trouve qu'elle a un univers, effectivement, qui me touche de je sais pas, de l'été, de l'amour épique un peu. Et moi, l'épique, c'est un truc que j'adore. Et du coup, je crois que je retrouve ça. Et en plus, c'est en français. Ouais. Je trouve ça assez poétique. Ouais. Et j'aime bien sa voix. J'ai envie de chanter ses chansons, quoi. Ouais. On aime bien cet artiste aussi sur M le Média. Et vous regardez la Star Academy ? Je regarde la Star Academy. Qu'est-ce qui se passe ? Mais je sais pas,
j'ai fait une école de théâtre, ça a été un peu compliqué et je pense qu'il y a quelque chose de cathartique en fait, de voir un peu des jeunes ne pas comprendre pourquoi ils sont éliminés d'un truc alors qu'en le voyant je me dis mais bien sûr évidemment ça n'a pas les choses et en fait cette saison ils sont tous très choux les uns avec les autres, il y a quelque chose qui est très beau à voir et bienveillants. Ils sont hyper bienveillants. Je pense que quand on allume la télé ces temps, il y a beaucoup de choses pas bienveillantes qui se passent et du coup, en fait, ça fait du bien et c'est un peu le truc qui, au milieu de toutes mes activités, m'aide un peu à penser à rien. Voilà. Merci Donatien Amann. Merci Philippe. C'est un plaisir de vous rencontrer. Mais de même. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On vient vous trouver tout bientôt sur scène et vous applaudir. Et puis à très bientôt sur M Média. Merci, à bientôt. Balance ton sport. Balance ton sport, les news, votre rendez-vous sport qui vous emmène aujourd'hui dans le canton de Neuchâtel, à Cernier plus précisément, pour un match de foot pour la bonne cause, Léo de Garrigue. Samedi 3 et dimanche 4 février, Cernier accueillera le fameux tournoi de foot dont les fonds seront reversés à l'association Terre des Hommes, la plus grande organisation suisse d'aide à l'enfance. Pour en parler, Mathieu Reber, l'organisateur du tournoi, est avec nous ce matin. Mathieu, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux du programme de ce week-end ? Bonjour. Donc, ce week-end... tournoi de foot pour les enfants. Donc c'est principalement les clubs de la région neuchâteloise, mais cette année on a même des clubs qui viennent de France voisine pour jouer à Cernier. Et donc il y a 3 catégories de jeux, les juniors G, F et E. Donc c'est des enfants principalement entre 6 et 11 ans. D'accord. Et ce sera quoi le format de compétition, des matchs de combien de temps, combien de matchs à peu près dans la journée ? Alors, c'est des matchs de 10 minutes et on a en tout sur le week-end 34 équipes. C'est le record cette année, donc gros succès. Ça représente pas mal de matchs, une bonne centaine de matchs sur l'ensemble du week-end. Donc 34 équipes x 6 joueurs, ça va faire beaucoup de monde. Un mot un peu sur l'ambiance de ce tournoi que vous connaissez bien. Comment ça se vit un peu ce moment-là ? Alors, tout d'abord, ce qui est intéressant, c'est justement qu'on soutient la Terre des Hommes soutient des enfants à travers le monde. Donc, l'idée, c'est aussi que des enfants soient sensibilisés à cette cause. Donc, on essaye d'en parler durant le week-end et de les rendre attentifs à la chance qu'ils ont de pouvoir pratiquer leur sport en toute sécurité dans un lieu adapté. Et l'ambiance du week-end, donc, c'est d'abord du foot, mais pas que, parce qu'on a une autre salle de gym à côté. Entre les matchs, ils peuvent aller s'amuser, il y a des activités, ils sont encadrés. Sinon, il y a des tombolas aussi qui se pratiquent, donc avec plein de belles choses à gagner. Donc voilà un petit peu l'ambiance, environ 350 enfants qui viennent sur le week-end et forcément les parents, les grands-parents, oncles et tantes qui viennent assister au match. Merci bien. Et la spécificité de ce tournoi, c'est qu'il est pour la bonne cause. On l'a dit, les fonds seront reversés pour l'association Terre des Hommes. On parle d'à peu près combien de francs sur une édition ? Alors sur l'édition, c'est environ 11 000 francs. On va dire entre 10 et 13 000 francs. Et cette association, un mot sur cette association Terre des Hommes, quel est son rôle en Suisse et dans le monde ? Donc c'est la plus grande association suisse de défense des enfants. Et donc ils interviennent sur différents fronts, principalement dans des zones où justement les enfants n'ont pas la chance qu'on a toujours ici. Des zones touchées par la famine, par des guerres, par des déplacements migratoires, etc. Un mot sur vous, Mathieu Reber, vous êtes l'organisateur de ce tournoi. Il ressemble à quoi votre quotidien depuis quelques semaines, quelques mois ? C'est quoi votre rôle précis ? Alors c'est pas mal de choses parce qu'il faut être un petit peu sur tous les fronts. Donc principalement c'est de la recherche de sponsoring. C'est de la recherche de l'eau pour les tombolas. On essaye d'offrir des petits cadeaux aux enfants, des activités dans la région, donc essayer de prendre contact avec les différents acteurs de la région. L'organisation des repas, donc tous les enfants mangent sur place et les parents aussi à la cantine. Donc voilà, c'est vraiment pas mal de jobs. Et en amont, c'est trouver les équipes, donc faire le planning des matchs
qui n'est pas évident aussi, que tout rentre dans un week-end. Et un mot sur le bénévolat. On croise beaucoup de différents organisateurs qui viennent, qui nous disent que c'est de plus en plus difficile de trouver des bénévoles. Est-ce que vous partagez ce constat? Est-ce que vous avez assez de bénévoles pour un tel tournoi? Alors effectivement, on est un peu en manque de bénévoles. Donc on est 4 personnes à organiser ce tournoi. Je pense que si on serait le double, ce serait beaucoup plus agréable pour pouvoir se concentrer justement sur plutôt une fonction que de s'éparpiller sur tous les fronts. Donc si quelqu'un nous écoute et qui veut donner un coup de main ce week-end, il peut vous faire signe. Pour conclure, si des gens nous écoutent, n'ont pas forcément envie de taper dans le ballon ce week-end, est-ce qu'on peut venir voir les matchs pour soutenir l'asso, pour soutenir le tournoi? Oui, bien sûr. Donc il y a possibilité de venir sur place. Il y a une cantine avec plein de bonnes choses à manger et à boire. Comme je l'ai dit avant, des tombolas avec plein de lots à gagner et forcément des matchs incroyables à regarder avec, j'espère, plein de buts et de sourires surtout. De la part de nos stars du week-end, les enfants. Merci beaucoup Mathieu Rébert. Le tournoi de foot donc en faveur de Terre des Hommes, c'est ce week-end du côté de Cernier. Les premiers matchs commencent à quelle heure samedi? Alors c'est 8h45 samedi et à peu près la même heure le dimanche. Voilà. Magnifique. Merci beaucoup Mathieu Rébert. Avec grand plaisir, merci à vous. Merci. Et puis un petit clin d'œil évidemment à tous les Neuchâtelois qui nous écoutent et qui nous regardent. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va, c'est mardi? Très bien, cinéma. ça va très bien. Comme tous les mardis, on est là pour découvrir tout d'abord les news cinéma de cette semaine et ensuite de quoi vous aurez l'occasion de découvrir les films que vous pourrez retrouver dès demain dans les salles obscures. J'ai une bonne nouvelle pour vous Philippe, oui. Il va y avoir un flop. Ah oui, justement, le top flop arrive dans un instant, donc il y aura un top et un flop, et ça c'est bien, parce que comme ça confirme le nom de la rubrique, le top flop. Et puis, votre invité ce matin, un de vos invités ce matin, Jean-Michel Bertrand. Oui, le réalisateur du très très beau documentaire Vivre avec les loups, qui est en salle depuis la semaine dernière et que nous avons rencontré il y a quelques jours. Et c'est à voir évidemment, absolument. Allez, on commence par le prix du cinéma suisse. Oui, les nominés pour le prix du cinéma suisse 2024 ont été annoncés il y a quelques jours dans le cadre des journées de Soleure. Alors, fait remarquable cette année, c'est très très rare, seuls des films romans sont nominés dans la catégorie des longs métrages de fiction, alors que les nominés pour le meilleur documentaire viennent tous de Suisse alémanique. Alors, on peut noter la présence du film Bison du réalisateur Pierre Monard. Pierre Monard, il a signé notamment avant cela Platspitz Baby, qui avait très très bien marché il y a quelques années. 6 nominations pour le prix du cinéma suisse, suivi de Blackberry d'Hélène Naveriani et de La Voix Royale de Frédéric Mermoux qu'on avait reçu il y a quelques mois dans Mardi Cinéma avec 4 nominations chacun. La cérémonie de remise du prix du cinéma suisse aura lieu le 22 mars à Zurich et au total ce sont 115 films répartis dans 13 catégories qui ont été choisis et qui ont été éligibles. Et ça c'est plutôt de bon augure. C'est plutôt de bon augure, ça montre la vivacité du cinéma suisse dont on parle peut-être pas assez. Roadhouse. Allez, oui, Philippe, vous vous souvenez certainement de Roadhouse, série B mythique sortie en 1989 avec le regretté Patrick Swayze dans la peau du videur de nuit James Dalton, spécialiste en arts martiaux et, allez savoir pourquoi, diplômé en philosophie. Eh bien, le remake 2024 de Roadhouse débarquera ce printemps sur Amazon Prime et promet d'être encore plus musclé, bagarreur et déjanté que le film original. C'est Jake Gyllenhaal qui reprend le rôle de Patrick Swayze, il est tout bodybuildé dans la bande-annonce, et cette fois, le père Dalton, qui est toujours videur, il est plus du tout expert en arts martiaux, mais champion de MMA, autant dire que ça va cogner sévère, surtout quand on sait que le film est réalisé par Doug Liman, à qui l'on doit notamment Mr. et Mrs. Smith, film culte sorti il y a quelques années, mais aussi La Mémoire dans la peau, une des aventures de Jason Bourne, et l'excellent Edge of Tomorrow avec Tom Cruise, début de la baston le 21 mars sur Amazon Prime. Vu l'état de ta caisse, t'en as grave besoin. On passe au Boléro de Ravel. Oui, tout le monde connaît l'œuvre, mais on connaît moins bien la vie de son créateur. Boléro d'Anne Fontaine raconte l'incroyable création d'un des plus grands morceaux de musique de tous les temps, le fameux Boléro de Boris Ravel. Le film nous plonge dans le Paris des années folles et au plus profond de l'âme du musicien pour nous raconter la création de cette œuvre universelle. On retrouve notamment au casting Jeanne Balibar, Emmanuel DeVos et Vincent Pérez, qu'on aura l'occasion d'accueillir sur le plateau d'ici quelques semaines. Alors c'est un film très attendu, qui a l'air magnifique, la bande-annonce vient de sortir, et Ravel vous donne rendez-vous au cinéma dès le 13 mars. Maurice Ravel, je vous cherchais.
Vous allez écrire la musique de mon prochain ballet. Musique incroyable que vous allez chantonner encore après ou siffloter en sortant du film. Et dont Béjart avait fait un magnifique ballet aussi. Oui, entre autres, effectivement. Ouais. Allez, la zone d'intérêt. Oui, on parle des films qui sortent cette semaine. On commence ce journal des sorties avec La Zone d'intérêt, un film qui aurait pu être un top de la semaine, mais c'est un film très très difficile, dont on ne ressort pas indemne, avec une très grosse charge mentale. C'est réservé à un public averti. C'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans les tops de la semaine. Un film difficile, mais très réussi, qui met en scène la vie rêvée de la famille de l'officier SS Rudolf Höss. Alors Rudolf Höss, c'est celui qui dirigeait le camp d'Auschwitz avec l'efficacité d'un chef d'entreprise exemplaire. Et ben Höss, il pense avant tout, comme tout bon père de famille, au bonheur de ses enfants et à sa carrière, tandis que son épouse Hedwig est surnommée la reine d'Auschwitz. Elle soigne son jardin, sa piscine, elle enrichit sa garde-robe et sa boîte à bijoux des affaires qu'elle a volées aux Juifs. Le cinéaste, alors c'est glaçant, rien que de le raconter, moi ça me fait quelque chose. Jonathan Glazer raconte le quotidien hors sol de cette famille qui règne sur ce royaume de mort si cinématisé. L'horreur elle est partout, mais on la voit jamais frontalement. Le camp d'Auschwitz, c'est un monstre qui est tapis derrière en arrière-plan, un monstre qui hurle de haine, de désespoir, de douleur, un monstre qui fume, qui brûle, qui rougeoie. On voit les grandes fumées comme ça, d'où sortent une épaisse fumée noire, et puis devant, il y a cette maison de rêve avec cette piscine, ce jardin, toutes ces fleurs qui étaient plantées là pour cacher les odeurs, Philippe. Et la vie s'écoule, paisible malgré tout, dans la belle maison du SS. C'est un film très difficile, un film aussi qui nous renvoie à notre propre devoir de mémoire, qui nous renvoie à notre propre questionnement sur qu'est-ce qu'on fait de tout ça et comment on fait pour ne pas oublier les drames qui sont passés là-bas en 1940 et qu'il ne faut surtout ne jamais oublier, La Zone d'intérêt. Évidemment, film effectivement difficile, mais à voir effectivement. Allez, on change de décor avec Menu Plaisir. Oui, on change de registre et on part dans la Loire, à Roanne, plus précisément, découvrir les secrets et les coulisses de la maison Trois Gros avec Menu Plaisir, un documentaire, Philippe, qui dure 4 heures et qui revient sur l'histoire de cette famille de restaurateurs, les Trois Gros, 3 étoiles Michelin depuis 55 ans. Alors, enfants de la 4e génération, les fils de Marie-Pierre et Michel Trois Gros poursuivent la voie de l'entreprise familiale. César dirige le restaurant étoilé Le Bois sans Feuilles et Léo est à la tête de l'un des 2 autres restaurants Trois Gros, la colline du Colombier. Alors on voit toutes les coulisses de cette vie de restaurateur 3 étoiles, du marché quotidien au cave d'affinage du fromage, en passant par le vignoble, l'élevage bovin, le potager. Contigu au restaurant, Menu Plaisir, c'est un voyage très très intime, parfois contemplatif. Ça dure 4 heures et il y a des plans séquences qui sont très très longs. 4 heures. Bah oui, parce qu'il faut le temps que ça mijote, mon cher Philippe. Et puis, il faut le temps de choisir les choses à la carte. Parce que ça va être pas possible, là. Donc, c'est parfois un peu ennuyeux, parce que c'est un peu en mode cuisson lente, si vous voulez, pour le spectateur. Mais ça met quand même l'eau à la bouche et c'est une expérience gustative assez intéressante. Ok, très bien. Merci. En tout cas, ça donne faim, là. Comme ça, il y a des images comme ça, effectivement, c'est impressionnant. Allez, on termine avec... Oui, avant de passer au top et au flop de la semaine, petit détour du côté du cinéma mexicain avec Perdidos en la Noche, un drame présenté au dernier festival de Cannes qui nous raconte l'histoire d'Emiliano, dont la mère, une activiste écologique, a disparu dans de curieuses circonstances alors qu'elle s'opposait à l'industrie minière locale. Emiliano ne trouve aucune aide, ni de la police, ni du système judiciaire. Il mène l'enquête lui-même et ses recherches vont le mener bientôt à une très riche famille, Aldama, qui n'est pas sans lien avec la disparition de sa mère. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer au rendez-vous comme chaque mardi pour vous présenter les films à l'affiche et avoir des mercredis dans les salles obscures. Et on va passer au top flop et on commence par le top. Oui, avec un beau coup de cœur pour un film suisse, Retour en Alexandrie, premier film de Tamer Rugli. Alors Philippe, si le cinéma suisse ne manque pas d'idées, il manque parfois un peu de cinéma. C'est un reproche que je lui fais volontiers de ne pas oser parfois les vraies propositions de cinéma avec une vraie mise en scène, un travail sur l'image, la photo, etc. Ce n'est pas le cas ici, Retour en Alexandrie, avec ce film donc de ce cinéaste diplômé de l'ECAL qui livre justement un film débordant de générosité cinématographique. Chaque plan est travaillé, chaque plan est étudié, les personnages débordent eux aussi d'humanité. C'est l'histoire de Sue, qui est établie en Suisse et n'a pas vu sa mère depuis 20 ans, et sa mère, c'est une aristocrate égocentrique et hautaine qui est campée par une Fanny Ardant tout simplement impeccable. Elle est gravement malade, elle vit toujours en Égypte. Sue décide donc de retourner au Caire, puis à Alexandrie au chevet de sa mère.
pour tenter de panser les blessures du passé et d'affronter ses fantômes. Alors tout au long de ce voyage initiatique, on rencontre une galerie de personnages aussi touchants que hauts en couleur, et on suit Sue dans cet itinéraire d'une enfant pas vraiment gâtée, entre introspection et road movie plein de saveurs. Tamer Rugli, il mélange les genres, il y a des plans magnifiques, rien que cette voiture rose qui circule dans le désert devant les pyramides, c'est un très très beau plan. Il mélange les genres, il fait de nombreux hommages au cinéma, c'est poétique, c'est touchant, c'est drôle, souvent. C'est un film picaresque qui est très poétique et flirte avec l'irréel, un vrai coup de cœur, et on aura Tamer Rugli en interview dans une dizaine de minutes. Voilà, et c'est le top de la semaine, et c'est à voir donc évidemment aussi dès demain au cinéma, et l'interview donc à retrouver donc dans quelques instants. Qui dit top dit aussi flop, un flop cette semaine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de flop, et le flop c'est pour Argyle, Louis-Philippe, quelle déception, je vais vous parler ce matin d'Argyle, la nouvelle comédie d'espionnage très attendue signée Matthew Vaughn. Un réalisateur dont je suis pourtant fan, puisqu'il a notamment signé le génial Kick-Ass et la trilogie des Kingsmen. Alors Argyle, c'est un espion, un personnage de fiction créé par une romancière qui s'appelle Ellie Conway, dont l'existence peinarde, un fait de tasses de thé, de dédicaces, de séances d'écriture et de câlins à son chat, se retrouve sans dessus-dessous quand ce qu'elle écrit dans ses romans commence à se passer dans la vraie vie. Alors attendez. Tu dis que c'est un flop, mais ça a l'air bien. Oui, alors... En fait, un véritable espion, beaucoup moins charismatique et sexy que son personnage, va débarquer dans la vie de l'écrivaine pour une série d'aventures dingues qui vont aller de twist en twist et de rebondissement en sur-rebondissement. C'est ça le premier problème, Philippe. Justement, c'est ce scénario. C'est simple, c'est plus un scénario, c'est une balle rebondissante tellement ça va dans tous les sens. On a vraiment du mal à raccrocher tous les wagons. On peut pardonner l'invraisemblance permanente, on sait bien que c'est pas fait pour être crédible, mais c'est fatigant. Franchement, ça va trop dans tous les sens. Le second problème, et celui-là, il est de taille, c'est le gâchis numérique de l'entreprise. C'est bourré d'effets numériques. Il y a que des effets numériques. Du coup, c'est censé nous en mettre plein la vue, mais en fait, ça vient tout gâcher en permanence. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de chair, ça manque de corps, d'incarnation. C'est lisse, c'est très très lisse, bref, c'est un peu raté. Et ça s'arrange pas au niveau du casting, Philippe, parce que Henry Cavill, qui joue Argyle, Henry Cavill, il a le charisme d'une huître, et encore d'une huître pas très fraîche. Bryce Dallas Howard a 2 modes de jeu uniquement, le mode cruche et le mode vénère, ça s'arrête là. Et le casting est bourré d'effets d'annonce qui font plouf dans l'eau. Moi, j'attendais beaucoup de ce casting. On parlait notamment de Dua Lipa, qu'on a pu voir dans la bande-annonce. En fait, Dua Lipa, elle apparaît 2 minutes et puis on la voit plus jamais. C'est tout. On parlait du chat qui avait un rôle important. En fait, ce chat, non seulement c'est un chat essentiellement numérique, mais en plus il sert à rien tout du long du film. Alors c'est bien sympa de nous dire que c'est le chat de Claudia Schiffer. C'est vrai que c'est le chat de Claudia Schiffer qui joue à l'origine dedans, parce que Claudia Schiffer c'est la nana de Matthew Vaughn. Mais bon, voilà, ça sert à rien. Bref, déception. Il y a seul Sam Rockwell qui est l'espion qui a le rôle principal, le vrai espion du film, s'en sort avec les honneurs. Mais est-ce que ça suffit pour faire un bon film? Regardez ce pauvre chat en 3D là. Non, vraiment déçu. Ouais. Bon, à la radio, vous l'avez pas vu, le chat en 3D, mais on l'entend. Vous pourrez aller le voir en podcast et en image sur le site mlemedia.ch ou sur l'application MyCanal. Bon, ça a l'air de bien bouger quand même, ça a l'air de péter dans tous les sens. C'est peut-être bien, c'est meilleur. Il faut aller le voir pour vous donner votre avis. Oui, je sais pas, il faut avoir le temps. Moi, c'est une grosse déception. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer, on continue avec votre premier invité de ce matin et on revient sur le film Retour en Alexandrie. Oui, Philippe, le réalisateur Tamer Rugli était venu présenter Retour en Alexandrie en avant-première au mois de novembre dernier au Ciné-Festival à Ciné-Étoile Prilly. On a eu l'occasion pour nous de rencontrer ce jeune cinéaste très prometteur. Interview. Tamer Rugli, bonjour. Retour en Alexandrie, c'est votre premier long métrage. Ça raconte donc l'histoire d'une jeune femme qui vit en Suisse et qui va retourner en Égypte après 20 ans loin de son pays. Vous êtes vous-même d'origine égyptienne. À quel point ce film est inspiré de vos propres souvenirs ? Le film est inspiré de mes souvenirs presque à 100%. Il est inspiré aussi de la vie de ma mère, de sa relation qu'elle a eue avec sa mère, qui était une aristocrate égyptienne très très belle, dont j'ai vu les photos étant petit, que j'ai connue aussi plus âgée. Et c'est vraiment un mélange entre ce parcours de ma mère et puis mes propres souvenirs d'enfance, de quand j'étais petit puis que j'allais tous les étés là-bas en Égypte. Fictionnalisé bien sûr à la fin, mais c'est une histoire très très personnelle et très intime. Comment avez-vous vous géré cette approche et puis transféré
transférer comme ça votre propre histoire dans ce personnage féminin? Quelle question de deuil, enfin la question de deuil qui est très importante et très présente dans ce film. Et c'est vrai que quand je vivais en Suisse et puis mes grands-parents sont décédés, pour moi ils étaient toujours là-bas parce que j'y retournais tous les 3 années pour les vacances, et le fait de ne pas vivre là-bas, c'est pour moi comme s'ils étaient un peu là-bas dans ce monde en suspens. Et pour ma mère, quand ma grand-mère qui est décédée, il y a eu plein d'histoires qui sont restées sans fin. Puis c'était aussi l'idée de pouvoir finalement avoir ce discours avec ses parents, même à travers la mort, même plus au-delà, pour pouvoir se libérer des fantômes du passé. Alors c'est aussi un film qui joue beaucoup avec les codes du cinéma. Le personnage de Fanny Ardant notamment évoque beaucoup son personnage dans le film 8 femmes de François Ozon. La Cadillac Rose qu'on voit dans le film et sur l'affiche évoque aussi beaucoup de classiques du cinéma, de The Pink Cadillac à Thelma et Louise. Vous aviez envie comme ça de parsemer votre histoire personnelle de ce rapport et de ces Madeleines de Proust 7e art? Oui, c'est le 8 femmes Ozon en général, c'est des personnes qui m'ont beaucoup marqué. Almodovar aussi, je pense que c'est des références qu'on peut retrouver peut-être dans ce film d'une manière ou d'une autre. Le dessin animé aussi, qui est quelque chose en fait, d'avoir des figures et des caractères très clairs, visuellement marqués par des costumes, par des coiffures. C'était une volonté d'avoir ça aussi, ce côté très graphique bien sûr, dans ce film. Ouais. Et puis il y a un côté plus surprenant, alors c'est l'aspect quasi fantastique du film, quand on se retrouve comme ça avec des apparitions, avec une sensation intemporelle, de voyage dans le temps. On est dans des décors hors d'âge, des habits vintage, cette vieille voiture qui a une place importante aussi dans ce film. On a l'impression que parfois vous allez chercher du côté du cinéma fantastique. Oui, c'est une référence bien sûr. Après, l'idée était vraiment de traiter ces intrus, on va les appeler, de manière très très réaliste finalement, de manière très poétique aussi. Mais oui, jouer avec les codes du cinéma est toujours quelque chose d'intéressant à faire. Alors c'est votre premier film, vous aviez reçu en 2016 la bourse SSA d'aide à l'écriture. Il aura fallu donc 7 ans pour le voir aboutir, le voir apparaître en salle. C'est 7 ans de réflexion, 7 ans de labeur, 7 ans... 2 ans de Covid en tout cas. Il y a eu beaucoup d'écriture, de réécriture, bien sûr. Après, en Suisse, si au niveau du financement, c'est pas toujours facile pour un premier long métrage. Donc, le projet est devenu beaucoup plus ambitieux au fur et à mesure, avec un casting aussi beaucoup plus important, qui nécessitait plus de moyens. Tourner en Égypte aussi, qui est peut-être un peu plus compliqué pour un premier long. Donc voilà, je pense que ça a pris le temps de maturation qu'on avait besoin. Comment Fanny Ardant est arrivée dans ce projet ? Très tôt, j'ai pensé à elle parce que pour moi elle dégage vraiment cette espèce de intemporalité et puis cette classe, élégance de l'aristocratie égyptienne. Donc très tôt, à travers une coproductrice, on a pu lui soumettre le projet, le rôle. Elle a beaucoup aimé. Et puis j'ai écrit aussi les dialogues en pensant à elle, en m'imaginant déjà dans les scènes. Donc ça c'était un grand plaisir de pouvoir travailler de cette manière. C'est une emmerdeuse ta mère. Retour en Alexandrie, film à voir absolument. À découvrir dès demain dans les salles, oui. Bon, c'est le top de la semaine. Oui, c'est le top de la semaine pour un premier film d'un réalisateur suisse-allemand, Tamer Rugli, qu'on vient d'entendre. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Thomas Lécuyer qui vous parle de 7e art, de cinéma, les films à retrouver évidemment dans les salles obscures dès demain. Et puis, ses invités, Jean-Michel Bertrand. Oui Philippe, nous en avions parlé la semaine dernière. Le réalisateur Jean-Michel Bertrand a sorti Vivre avec les loups, un nouveau documentaire consacré à cet animal qui le fascine depuis son premier film sur le sujet, sorti en 2016, La Vallée des loups. Après, il avait fait Marche avec les loups en 2018. C'est pas lui qui a fait Danse avec les loups, sorti en 1990. Non, c'est pas le même. Non, c'est pas le même. Alors, qu'est-ce qui le fascine autant chez le loup et pourquoi devons-nous apprendre à vivre avec ? Interview. Moi, j'ai quitté l'école à 16 ans pour faire des films, c'était ma passion, et courir après des animaux dans ma vallée du Champsaur. Alors évidemment, mes parents, ils ont été sympas, ils ont toléré, mais ils m'ont dit tu vas au boulot. Donc j'ai bossé, j'étais moniteur de ski pendant pas mal d'années, puis j'ai bossé à l'ONF, l'Office national des forêts, comme ouvrier forestier. Donc planter des arbres, faire des sentiers, etc. Puis après, j'ai commencé à faire ce métier-là. Et en fait, je suis autodidacte et je m'estime pas du tout spécialiste des loups, évidemment pas, parce que c'est juste une passion. Évidemment, je collabore avec des scientifiques qui travaillent selon des méthodes qui sont pas les miennes.
même très protocolaire et très carré, mais je suis un passionné. Et en même temps, j'ai envie quand même de défendre justement des visions qui sont des visions beaucoup plus rationnelles, apaisées de la nature, qui est souvent diabolisée ou idéalisée, des fois aussi dans l'autre sens, de façon excessive, dans nos civilisations clivées. Et le loup est tellement un symbole de ce clivage que pour moi c'est une démarche quasiment politique et philosophique que d'aller essayer de tendre des mains, de créer des ponts, de discuter. Mais je suis avant tout un passionné. Ça va être le dernier automne à ma cabane. Il s'en est passé des choses pendant 4 ans. Et pourtant je sens bien que je suis pas au bout de mes surprises. Le premier film, c'était vraiment un film de quête. C'est raconter le chemin. Comment je fais pour essayer de les voir, de comprendre, etc. Et je me suis pris au jeu. Et cet animal est un animal tellement complexe, tellement furtif, tellement intéressant dans sa vie biologique que je me suis retrouvé complètement accro. Et puis, j'avais fait ce premier film, La Vallée des Loups, pensant faire seulement ce film. Et puis les questionnements, quand j'accompagnais le film dans les salles de cinéma et autres, les questionnements du public m'ont vraiment conduit à faire le deuxième. Et ce troisième film m'est apparu comme une évidence. Ça fait 30 ans que les loups sont revenus, et pourtant très peu de monde se prépare à leur retour. Il y a un loup. Il y en a 2. Hé! Il faut tuer le loup, éradiquer le loup. Il y a moi plein de gens dans les salles qui me demandent est-ce que vous avez eu peur, comment on fait si on rencontre un loup, c'est-à-dire cette croyance encore que le loup dévore les humains. Et on a surtout une autre croyance qui est aussi très archaïque, mais qui vient de notre culture profonde, c'est que les loups vont se mettre à pulluler et qu'ils vont tout bouffer. Et moi, mon travail, ma démarche et le pourquoi de ces films, c'est d'expliquer aussi que les loups, qui sont pas des gentils loups qu'on adore, mignons et tout, c'est pour ça que les loups, biologiquement, préservent la ressource. C'est pour ça qu'ils se font pas de cadeaux entre eux. Parce que les loups ne supportent pas d'être trop nombreux sur les mêmes territoires, car si les loups sont trop nombreux, ben, ils vont tout manger. Et s'ils mangent tout, ben, il n'y a plus de loups. Et donc la base de cette structure sociale des grands prédateurs, c'est la régulation qui en fait est déterminée par les ressources en nourriture. Dans les Abruzzes, en Italie, les loups n'ont jamais disparu et les humains ont toujours composé avec. On peut voir des louveteaux qui jouent au milieu des cerfs. Les loups sont d'excellents guides. Ils sont un indicateur de notre capacité à nous humains d'accepter la nature. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Oui, alors le loup y est, et c'est une bonne nouvelle pour la nature, contrairement à ce qu'on pourrait entendre par les anti-loups. En tout cas, c'est un très très beau documentaire à découvrir en famille. À partir de 7-8 ans, le film est intéressant parce qu'il est un peu contemplatif, mais c'est magnifique. Très intéressant en tout cas, effectivement. In the midday.